I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies. Le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action, durant laquelle tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancée vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays. Mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire, qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre, et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. En effet, elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-Cash avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai commis et les humiliations que j'ai tolérées, Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation
à travers des leaders les plus de la société civile et de la classe politique, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu public les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer un informateur aux fins d'identifier humain à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toute tendance politique, qui avez participé activement à ces consultations, où vous vous êtes approprié des résultats et décisions qui en ont découlé, en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Comme je n'ai cessé de vous le rappeler, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé, à implémenter un nouveau code, un nouveau mode de gouvernance et à veiller à ce que nous ayons un Congo pacifié, plus efficace, plus démocratique et surtout plus solidaire. C'est pourquoi la mission du nouveau bureau sera de se pencher sur la revalorisation de la mission parlementaire, tout en veillant bien sûr à un meilleur traitement des députés. La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les députés de tous bords contre l'ancien bureau constitue un indice sérieux de maturité politique. Ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. Le moment est donc venu de comprendre qu'il n'y a d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son peuple et dans le respect des institutions. Le processus de maturation de notre démocratie est irréversible. Il doit se refléter dans les prochaines échéances de remplacement de nouveaux membres du bureau. Dans le même ordre d'idées, pour témoigner la reconnaissance de la patrie envers ses filles et ses fils qui auront agi dans l'intérêt du peuple, j'annonce qu'en juin 2021,
en marge de la célébration du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un des héros nationaux dont on aura procédé au rapatriement des reliques et à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Honorables députés et sénateurs, un autre événement déterminant qui a marqué un tournant décisif dans la vie nationale et a rendu indispensable des actions de courage reste sans nul doute l'apparition au pays de l'épidémie de coronavirus Covid-19 qui met en danger la santé de nos populations déjà fortement vulnérables de suite de l'accès insuffisant à la santé, à l'eau, à l'électricité et en proie à d'autres maladies et épidémies. En effet, l'année qui s'achève a été profondément affectée par la crise sanitaire et socio-économique provoquée par la pandémie de la Covid-19, ainsi que d'autres épidémies dont la maladie à virus Ebola, qui ont occasionné de lourdes pertes en vies humaines à travers le pays. Il sied de rappeler que pour mettre la population à l'abri de toute propagation de la contamination au coronavirus, j'ai immédiatement mis en place des mesures pour contenir sa progression. En effet, j'ai proclamé l'état d'urgence sanitaire en imposant une série de mesures de prévention et de protection qui ont permis de ralentir la propagation de l'épidémie dans la capitale ainsi que dans les provinces. La prise en charge de la lutte contre la Covid-19 a été confiée à un comité multisectoriel. Une task force présidentielle a été mise en place pour le suivi et l'évaluation de toutes les activités de prévention et de riposte contre la pandémie de coronavirus. L'on peut noter avec satisfaction que, grâce à mon impulsion, l'année 2020 a marqué la fin de l'épidémie mortelle de la maladie à virus Ebola, qui a sévi à l'est du pays et dans la province de l'Équateur, et de l'épidémie de rougeole, grâce aux campagnes de riposte menées avec efficacité par les experts nationaux et internationaux, intégrant la vaccination, la prise en charge des cas et la surveillance de la maladie. De même, les interventions du gouvernement et de ses partenaires ont permis de réduire à 40% la mortalité pour cause de choléra. En revanche, l'on doit constater que notre pays continue à faire face à la pandémie de Covid-19, dont le premier cas a été détecté en mars 2020. En dépit de l'existence de ce dispositif qui a permis d'obtenir des résultats probants en termes notamment de maîtrise du nombre de cas de contamination et de baisse de cas de décès, l'on doit admettre que la riposte à la Covid-19 reste confrontée dans notre pays à des défis majeurs, dont principalement la prise en charge gratuite des patients, la réalisation des tests à grande échelle et la mitigation des conséquences socio-économiques qui nécessitent encore beaucoup de moyens. À cela s'ajoute le déficit de structures de santé capables de répondre à une épidémie à grande échelle, les besoins en ressources humaines de pointe, ainsi que la gestion de transport des malades. Ces différents défis justifient mon appel à une maximisation des recettes publiques par le gouvernement, à l'intensification de la lutte contre la corruption, à la création d'un fonds national de solidarité pour faire face à la Covid-19, à la solidarité et à la coopération internationale, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Entre-temps, j'appelle les Congolaises et les Congolais à la vigilance tous azimuts
face à la remontée des cas de Covid-19 qui se confirme maintenant comme une deuxième vague, principalement dans la ville de Kinshasa. Cette deuxième vague est essentiellement due à l'importation des cas venant des pays étrangers, mais aussi au relâchement des mesures de prévention. Il nous sera difficile de maîtriser cette nouvelle vague si la population n'obéit pas aux gestes barrières. C'est pourquoi j'invite notre population à respecter toutes les mesures édictées à cet effet par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire de masques. Honorables députés et sénateurs,